Pourquoi les fonds d'investissement n'arrivent pas à battre le marché? Aujourd'hui, on va s'attaquer à cette question fondamentale, car forcément quand tu investis en bourse, que tu fais du stock picking, ton objectif c'est de battre le marché, mais lorsqu'on te rétorque l'argument que 95% des fonds d'investissement ne battent pas le marché, eh bien on te dit toi, particulier, qui n'a pas les mêmes connaissances, qui n'a pas fait des études, qui a moins de moyens, qui ne fait pas ça toute la journée, comment penses-tu pouvoir faire mieux que des fonds d'investissement? Donc si ces fonds d'investissement n'arrivent pas à battre le marché, évidemment que toi non plus, tu n'y arriveras pas. Alors il y a plusieurs études, il y en a qui disent que c'est 80% des fonds d'investissement qui n'y arrivent pas, d'autres 85, d'autres 90. Donc 95% c'est vraiment les études qui sont plus vers le haut. Mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'effectivement la majorité des fonds d'investissement n'arrivent pas à battre le marché. Et donc aujourd'hui on va essayer de s'intéresser à pourquoi. Est-ce que c'est juste parce que les marchés sont totalement efficients et c'est super dur de battre le marché et en tant que particulier ça ne sert à rien, c'est une perte de temps que d'essayer? Ou est-ce que c'est juste que les fonds d'investissement ont des circonstances négatives par rapport à cet objectif et que nous les particuliers nous en sommes épargnés et nous pouvons sans problème, ou en tout cas avec beaucoup moins de difficultés, réussir à battre le marché? Alors premièrement, le premier gros frein qui est pas des moindres pour un fonds d'investissement, c'est les frais. J'ai écrit ici, essaye de gagner une course aux 100 mètres avec un poids de 20 kg sur les épaules. Alors c'est très simple, comment fonctionne un fonds d'investissement? Il va prélever tous les ans un pourcentage de tout l'argent de tous ses clients. Donc si toi tu as 100 000 balles sur un fonds d'investissement, tous les ans ils vont te prélever, quoi qu'il arrive, qu'ils aient battu le marché, qu'ils n'aient pas battu le marché, 1%, 2%, même parfois un petit peu plus de tout ton argent. Donc avec aussi souvent un frais de surperformance, ça veut dire que si ils arrivent à battre l'indice, là ils vont te prendre un pourcentage de ce qu'ils ont réussi à te générer en plus de l'indice. Donc ça paraît tout à fait normal. Mais du coup, ce qui veut dire que eh bien, un fonds d'investissement, quand on parle de ses performances, c'est évidemment net de frais. Donc pour qu'un investissement batte, imaginons l'indice de 2%, donc imaginons on a un indice qui fait 10%, pour le battre de 2%, il faudrait donc faire 12%, mais sauf que les fonds d'investissement, la majorité ont des gros frais qui sont souvent pas loin des 2% non plus. Donc déjà, ça veut dire qu'il y a 2% des performances qui s'envolent. Alors bon, c'est leur choix, c'est eux qui s'engraissent, qui se paient très grassement sur l'argent des investisseurs. Et donc ça veut dire qu'en partant avec un déficit de 2% de frais, eh bien on a directement une performance, s'ils font l'indice, qui passe de 10% à 8%. Donc ça voudrait dire que pour battre l'indice, imaginons juste de 0,1%, pour un particulier, il faudrait faire 10,01, enfin 10,1 quoi. Mais du coup, pour le fonds d'investissement qui a 2% de frais, eh bien, il va falloir faire 12,1. Donc forcément, c'est comme s'ils avaient un poids de lest qui rend la chose beaucoup plus difficile. Car en fait, on se dit, bon, ils ont 2% de frais, donc faut qu'ils fassent 2% de plus qu'un particulier pour battre le marché. Ça paraît pas beaucoup quand on dit 2%, mais en fait, c'est vraiment énorme. Entre avoir un alpha, donc un écart avec le marché de 0,1% ou de 2,1%, c'est vraiment pas du tout la même chose. Donc c'est forcément beaucoup plus difficile. C'est comme si, imaginez, vous courez un 100 mètres en 12 secondes, ce qui est pas si difficile que ça quand on s'entraîne un petit peu, voilà, c'est faisable. Mais par contre, passer de 12 secondes en temps pour le 100 mètres à 10 secondes, moins de 10 secondes, là, vous êtes un surhomme, vous faites partie des 150 hommes les plus rapides de l'histoire. Donc autant dire que c'est quasiment peine perdue. Des fois, il y a des grosses différences, mais c'est contre-intuitif. Donc ça, c'est la première et principale raison, c'est que les fonds d'investissement s'engraissent en prenant un pourcentage sur tout votre argent tous les ans. Donc forcément, pour compenser cet énorme frais d'engraissement de prise de capital pour les propriétaires du fonds, car ça reste une entreprise, eh bien oui, c'est sûr que si on te met un lest de moins de 2% sur toutes tes performances quoi qu'il arrive, c'est plus compliqué de battre le marché. Ensuite, on a aussi la pression des clients. Car forcément, on l'a dit juste avant, un fonds d'investissement, c'est rien de plus qu'une entreprise qui a des clients qui veut gagner de l'argent en prenant le pourcentage du capital des clients. Donc forcément, si les résultats ne sont pas réguliers,
parce qu'on connaît que voilà, avec certaines stratégies, notamment la stratégie value, souvent au bout de 10 ans, 20 ans, tu bats le marché, mais c'est pas que tu bats le marché systématiquement tous les ans. Parfois pendant 2-3 ans, tu vas faire une sous-performance, même parfois très importante, et en fait c'est de manière très irrégulière, peut-être la 4e année où là tu vas exploser, ton portefeuille va exploser, et là tu vas faire plus du double du marché, donc à long terme tu vas le battre, mais pas à court terme parfois. Et du coup, si on a des résultats comme ça sur un fonds d'investissement, qu'est-ce que vont faire les clients? Les clients, ils y connaissent pas, ou voilà, faut attendre à long terme, c'est irrégulier, etc. Eux, ce qu'ils veulent, c'est des résultats. Donc, ils vont se barrer pour, en tout cas, une partie. Ils vont reprendre leur argent. C'est tout ce que ne veut pas un fonds d'investissement. Donc, pour un fonds d'investissement, le but, c'est d'être régulier pour pas que les clients se barrent, de pas trop s'éloigner de l'indice pour pas que des clients se disent, je vois que le SP500 a fait 15%, vous en avez fait 3, c'est quoi ce bordel, rendez-moi mon argent. Donc ça oblige de rester assez proche de l'indice et de ne pas pouvoir faire des stratégies trop contrariantes, trop innovantes, trop différentes simplement du cours de l'indice. Donc c'est clairement un inconvénient, une pression en plus. Troisièmement, et ça c'est pas aussi un point positif, surtout en des périodes d'euphorie, de bulle, c'est qu'il y a un flux d'argent constant. Quand il y a un fonds d'investissement, lorsque tu reçois de l'argent de nouveaux investisseurs, tu dois l'investir. Et si aucun nouvel investisseur n'arrive, tu n'as aucun argent à investir, point barre. Donc ce qui se passe, c'est que souvent quand on a une période d'euphorie où le marché est très cher, comme par exemple dans l'année 2000 avec la bulle des valeurs technologiques, on a plein de clients qui se disent « Oh mais la bourse, ça permet de rendre riche, mon voisin, il a doublé son argent, je veux venir et je veux mettre tout mon argent, etc. » Donc là, tu dois investir énormément d'argent lorsque le marché est au plus haut avec l'euphorie. Donc tu achètes des sociétés avec des PER complètement stratosphériques. Et ensuite, lorsque la bulle éclate, que tout le monde a perdu son argent et que là, on retrouve des marchés qui sont très peu chers et que c'est très intéressant d'investir, évidemment, plus personne ne veut venir dans votre fonds, plus personne ne veut vous donner d'argent. Donc vous investissez massivement quand il ne faut pas et vous n'avez plus les moyens d'investir lorsque c'est pas cher. Donc forcément, ça c'est une bonne recette pour faire moins bien que le marché et ruiner ses performances. Et quatrièmement, eh bien, un petit point malus en plus, c'est que c'est quasiment infaisable d'investir dans les small caps pour un fonds d'investissement un minimum important, car lorsque vous avez des dizaines de milliards, des centaines de milliards, c'est impossible que vous puissiez acheter des petites parts de sociétés qui vont faire 50 millions de capitalisation, 100 millions, 200 millions, même plus, parce que en fait, vous n'allez pas vous embêter à prendre des mini parties de 10 millions quand vous avez des centaines de milliards. Donc en fait, vous allez être quasiment obligé par la force des choses de choisir des larges caps, des giant caps qui vont faire 100 milliards, 200 milliards, 1000 milliards, etc. Puisqu'avec tous ces milliards à placer, vous allez oublier les petites sociétés qui pèsent moins de 1 milliard tout simplement parce que voilà, si vous voulez balancer par coût de 1 milliard, et bien en fait la société qui fait 1 milliard, vous allez devoir la racheter complètement, ce qui n'est pas l'objectif, donc c'est un inconvénient de plus, sachant que historiquement, les petites capitalisations battent les grandes en termes de performance, en termes de montée du cours, donc c'est toujours un malus. Et encore une fois, je le rappelle, même si on en a un petit peu parlé, le but d'un fonds d'investissement, c'est une entreprise, c'est de gagner de l'argent via ses clients. Le but, c'est d'avoir le plus de clients possible, d'avoir le plus d'argent des clients pour prélever ce pourcentage annuel de 1, de 2%. Et je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est vraiment énorme. Si on a une société qui arrive à avoir un total d'argent de ses clients qui est de 100 milliards, elle va prélever automatiquement 2% des 100 milliards tous les ans, donc se prendre, quoi qu'il arrive dans la poche, qu'il neige, qu'il vente, que le marché monte ou baisse, 2 milliards directement dans la poche de chiffre d'affaires. Donc c'est énorme. Donc son objectif, c'est ensuite que les gens se mettent à placer 200 milliards, 500 milliards, 1000 milliards pour toujours s'enrichir, s'engraisser. C'est le but de cette entreprise. Et non pas de forcément battre le marché, dans le sens où il vaut mieux avoir le plus de clients possible, avoir 1000 milliards à gérer et du coup se bouffer 2%, donc c'est-à-dire 20 milliards de chiffre d'affaires pour l'entreprise, plutôt que... et même en faisant l'indice, voilà, le but c'est de rassurer les clients, que les gens restent, que ne soient pas trop mécontents. Et si vous faites l'indice un tout petit peu moins ou un tout petit peu plus, mais que c'est régulier, qu'il n'y a pas trop de volatilité, les gens en général s'en foutent, et ils ne retirent pas leur argent. Ce qu'il faut, c'est éviter les gros traits de volatilité, les grosses baisses pour que des clients s'en aillent. Donc il vaut mieux ça et se choper les 20 milliards tous les ans,
plutôt que avoir un fonds d'investissement qui certes bat le marché, a une performance époustouflante, mais où vous faites des small caps, donc vous n'avez pas beaucoup d'argent qui peut être investi, mais où vous allez avoir des années où vous allez complètement vous faire dépasser par le marché, donc tout le monde se barre, et ensuite, au bout de 4-5 ans, quand les values remontent, si vous avez une stratégie value, et bien là, vous explosez le marché, etc. Avoir une stratégie contrariante, c'est vraiment pas dans votre avantage si vous voulez gagner le plus d'argent. Si on prend l'exemple de William Higgins, eh bien au final, il est obligé d'avoir des fonds qui sont pas trop élevés en termes de volume, puisque sinon il pourrait plus faire des small caps. Ensuite, il a une stratégie qui est moins populaire, qui va moins rassurer les clients. Et puis en plus, même en battant le marché, ça reste un investisseur qui n'est pas si connu du grand public. C'est pas comme non plus aux États-Unis où vous avez la fame qui arrive et votre fonds d'investissement qui prend énormément en valeur. Donc en fait, le risk-reward entre battre le marché et ne pas le battre, il n'est pas très avantageux. Car si vous faites l'indice, que vous ne battez pas le marché, vous gardez vos clients, vous prenez votre pourcentage grassement payé tous les ans et vous n'avez aucun problème. Et si vous prenez le risque d'essayer de battre le marché, si jamais vous ne le battez pas, vous perdez tout, vous perdez vos clients parce qu'ils vont voir la volatilité, ils vont flipper et voilà, ils vont se barrer et en plus vous n'allez pas le battre. Et si jamais vous avez la réussite de le battre, eh bien vous avez peut-être perdu des clients en cours de route pour ce qu'il a fallu faire pour le battre. Et en plus, même si vous le battez, que vous avez une performance record, comme on voit avec le fonds de William Higgins, en fait, en France en tout cas, un petit peu tout le monde s'en fout. Vous n'allez pas non plus devenir le plus gros fonds pour ça. Donc au final, c'est pas si avantageux clairement en termes de risk-reward. Donc c'est pour ça que les fonds d'investissement aussi ont leurs objectifs de leur côté. Maintenant, on va parler d'un autre côté de ça, qui est un argument qu'on pourrait opposer à tout ça, c'est le biais du survivant. De se dire, certes, il y a des fonds d'investissement qui battent le marché, des fonds d'investissement qui ont une énorme performance de 13, et dans le passé, surtout aux États-Unis dans les années 70, 80, parfois de 15, de 18, même de 20% et plus par an en moyenne. Le fonds de Warren Buffett, le fonds de Benjamin Graham, etc. Voilà, ce genre de choses. Et se dire, forcément, sur des milliers de fonds d'investissement, c'est normal, par probabilité, qu'il y en ait quelques-uns qui aient énormément de chance et qui gagnent énormément. Mais c'est juste qu'on voit les gagnants sans les mesurer, les comparer à tous les perdants. Et donc, c'est irrationnel. Et ce qui était intéressant, c'est qu'il y avait un discours de Warren Buffett qui parlait de ce biais du survivant. Voilà, on pouvait l'accuser de dire bon bah oui, t'as gagné plein d'argent sur les marchés, mais sur tous les investisseurs qu'il y a, c'est normal par probabilité que quelques-uns se soient fait plein d'argent. C'est comme si tu joues à pile ou face. Forcément, tu joues à pile ou face 10 fois d'affilée. Tu veux faire ça à des milliers de personnes, il y en a bien quelques-uns qui vont avoir réussi à deviner pile ou face 10 fois d'affilée. C'est pas que c'est des génies, c'est juste que par probabilité, il y a de la chance. Et lui répondait à ça en disant que certes, sauf que si tu fais ça dans toute la population mondiale, le jeu de pile ou face, et que voilà, il y en a forcément quelques-uns au bout de 10 jours, de 20 jours qui ont tout gagné, c'est de la chance. Mais si tu vois que, comme par hasard, il y a une très grande proportion de gagnants qui sont concentrés à un endroit, c'est qu'il y a une anomalie. Et là, c'est ce qui s'était passé avec tous les élèves de Benjamin Graham, du fonds Sequoia, etc. Je vous invite à lire ce discours, c'est à la fin du livre The Intelligent Investor des versions années 70. 70-73, où il dit que forcément tous les gérants, ou en tout cas une grande partie des gérants qui étaient affiliés au fonds de Benjamin Graham, le Sequoia Fund, ou voilà, les élèves de Ben Graham, dans les années 70, donc qui ont eu des performances de leur fonds d'investissement, ont quasiment tous battu le marché de beaucoup. Voilà, certains ont fait 20%, certains ont fait 17% par an, certains ont fait 18%, même plus de 20%, et il y en avait 9 sur des milliers de fonds d'investissement, les 9 qui étaient vraiment reliés dans cette petite sphère. Donc c'était que forcément il y avait une anomalie, c'était pas juste les probabilités. Et donc forcément c'était les enseignements de Benjamin Graham qui leur ont permis ces performances époustouflantes. Alors je dis pas que c'est possible aujourd'hui de faire du 20% par an, je ne pense pas. Il y avait peut-être ce edge à l'époque où c'était vraiment, fallait aller chercher les bilans en papier, il y avait un marché qui était peut-être moins efficient, etc. Mais en tout cas, le battre de non pas faire le double de l'indice, mais le battre de 1, de 2,
voire même de 3% par an, ça me paraît tout à fait faisable. Et je ne vais pas encore une fois te reciter l'exemple de William Higgins qui suit les mêmes enseignements de The Intelligent Investor, qui applique plus ou moins la même stratégie. C'est encore un argument de plus envers la stratégie value. Donc tout ça pour dire que pour un particulier qui a une bonne stratégie, qui fait les choses bien évidemment, sera délaissé donc de tous ces inconvénients qu'on a pu voir, la pression des clients, les frais évidemment, le fait de pouvoir utiliser les small caps, le fait d'être libre, de ne pas être obligé d'investir pendant les bulles et le fait de pouvoir investir lorsque le marché est au plus bas, c'est des hedges, c'est des avantages injustes par rapport aux fonds d'investissement. Donc même si forcément il y a moins de temps qui est investi dans cet objectif, que c'est pas ton métier à plein temps, pour moi c'est tout à fait faisable de battre le marché. Maintenant c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça aura répondu si tu avais cette question de pourquoi les fonds d'investissement n'arrivent pas à battre le marché en général. Abonne-toi à la chaîne si tu veux suivre mes prochaines vidéos et moi je te dis à très vite.